est très heureux de participer à ce symposium et à cet atelier Viatrice qui traitera bien sûr de la télésurveillance, parce que c'est une solution de télésurveillance avec deux sujets qui sont différents mais très intéressants. D'une part, on l'a répété tout au long de ce congrès, mais c'est le passage en droit commun avec de la télésurveillance qui va être présenté donc, par Armelle Duchesne, cadre et spécialiste de ça, donc vous vous présenterez. Puis après, l'équipe de GAP qui nous présentera leur propre expérience de télésurveillance avec des déplacements dans une région qui est peut-être pauvre en médecins, et c'est exceptionnel, moi je l'ai vu, c'est vraiment très très bien. Donc on va commencer par la première présentation, voilà, atelier Viatrice, c'est ça, je pense. Voilà. Voilà, et donc on va donner la parole à Armelle Duchesne, et on vous écoute. Vous pouvez passer vos diapos. Voilà, je suis bien comme ça. Donc, bonjour tout le monde. Donc, Armelle Duchesne, je suis cadre de santé de la filière infirmière. J'accompagne des équipes un petit peu partout en France depuis qu'on a écrit un protocole de coopération qui est national. Vous avez peut-être entendu parler sur l'insuffisance cardiaque. Je ne m'étale pas parce que le temps est compté et qu'on est déjà tard. Et que vous allez voir effectivement le projet de GAP dont je suis aussi très fan. Donc, ce qui est sympa, c'est d'échanger des questions. Vous allez voir, la présentation, les diapos piquent un peu parce que j'ai pris, le sujet c'est la réglementation et que les textes sont les textes. Donc le but est d'essayer de faire parler les textes pour que vous situiez bien ce passage en droit commun partant du postulat. Donc j'ai juste un lien d'intérêt avec Novartis qui accompagne des équipes sur des territoires. Donc voilà, l'objectif c'est de se repérer dans la réglementation et de situer les périmètres d'action. Bref rappel pour la télésurveillance, ça se situe dans le champ de la télémédecine. Cette histoire-là en France, elle commence globalement depuis 2009, donc c'est pas si récent, mais c'est pas si vieux non plus. Depuis, on parle plus de télémédecine, mais de télésanté. C'est un peu les jargons. Je vous ai juste situé pour que vous puissiez repérer les bons termes. Pourquoi on parle de télésanté ? Parce que c'est plus une affaire que de la médecine aux médecins. Il y a aussi tous les paramédicaux dedans. Donc il y a un décret, c'est le 3 juin 2021, qui redéfinit ces actes de télémédecine. Un élément important, c'est la RGPD, qui nous fait tous des cheveux blancs. Et donc c'est le 25 mai 2018. Et la RGPD est un élément quand même important. Pour balayer vite, c'était étape. Étape, c'est terminé, donc a vraiment démarré en 2018 avec des lettres clés, et puis c'est terminé, est en train de se terminer. Donc aujourd'hui, il y a encore des patients que vous avez, ou ceux qui commencent, on voit des équipes comme ça, donc qui sont encore sur étape. Donc cette expérimentation qui a duré 4-5 ans, et donc c'est l'arrêté du 23 décembre 2020 qui continue d'être valable pour les patients actuellement télésurveillés, inclus avant le 1er juillet 2023. Donc ça, c'est toujours valable pour ces gens-là. Depuis le 1er juillet, c'est les nouvelles règles. Donc en 2021, il y a eu la loi de finances de la sécurité sociale qui a reconnu le passage dans le droit commun. Il s'est passé un petit temps avant d'écrire les textes. Donc vous avez sur 2022, l'année 2022 commence par un avis HAS. Pourquoi je vous en parle ? Parce qu'en fait, il faut le connaître, cet avis. Sinon, je ne vous en parlerai pas. Donc, en fait, il faut quand même les regarder. Donc, avis HAS, je vous ai fait un code couleur après, vous allez voir. Vert, c'est pour l'avis HAS. Bleu, pour les textes arrêtés, décrets. Donc, derrière, 2 décrets décembre qui posent, donc pyramide des normes, loi, décret, arrêté. Donc, décret qui pose des premiers socles sur 1, la déclaration des activités, 2, le remboursement des activités. En 2023, nous arrivons sur un deuxième avis HAS, qui est vraiment important à regarder, qui donne beaucoup de recommandations et qui est une base des textes qui suivent. Décret du 30 mars 2023, qui est générique pour les télésurveillances qui sont aujourd'hui validées et sur le système de remboursement. Et l'arrêté du 16 mai, qui est spécifique, celui-là, à l'insuffisance cardiaque. Du 22 juin, pardon, j'ai pas mis, 22 juin. Celui de l'arrêté du 22 juin 2023, spécifique à l'insuffisance cardiaque. Et donc, ces éléments-là, donc ceux qui sont en vert, incombent à tous les patients que vous incluez ou que vous allez inclure depuis le 1er juillet 2023. Alors, je vous ai mis, parce qu'il y a ceux qui connaissent bien et il y a ceux qui connaissent moins bien. Pardon. Tac. Insuffisance cardiaque chronique. De la même façon, il y a pour diabète toutes les pathologies chroniques qu'il y avait déjà dans étape, qui ont leur texte aujourd'hui, sauf l'arythmo qui attend encore. Un petit peu. Les critères d'inclusion, il y a eu beaucoup de va-et-vient. Alors, on a un peu tendance à s'y perdre. Donc, il faut bien situer que maintenant, l'hospitalisation est revenue comme un critère d'inclusion, mais qui n'est pas exclusif. Donc, c'est hospitalisation ou
parce que dans l'étape, on a connu le « et ». Donc là, c'est le « ou ». Actuellement, en NYHA supérieur ou égal à 2 et NT-proBNP, supérieur à 1000. Donc s'il n'a pas été hospitalisé, il faut les deux, NYHA plus NT-proBNP. Mais ça peut être que hospitalisé ou ça peut être que l'autre. Ensuite, sur les critères de non-inclusion, ça c'est beaucoup allégé. Impossibilité physique ou psychique, pour des raisons évidentes de si on ne tient pas sur la balance, c'est compliqué de se peser, sauf si on a une balance particulière. Le refus d'accompagnement thérapeutique et le refus de transmission de données qui s'est rajouté, qui n'existait pas. Si le patient n'est pas d'accord pour que ces données anonymisées soient transmises au niveau jusque du ministère, pour les évaluations derrière et les relevés d'indicateurs, vous ne pouvez pas l'inclure en télésurveillance, ça doit être très clair avec le patient, il doit être d'accord avec cette transmission de données. Ça, c'est très nouveau. Tout le reste a été à l'appréciation et rendu à l'appréciation des équipes médicales de savoir si c'est gênant, qu'ils soient en insuffisance rénale, etc., etc. Après, il y a du bon sens. La dialyse, c'est quand même compliqué de surveiller un poids quand il y a une dialyse, c'est un peu plus compliqué quand même. Prérequis administratifs, je passe vite fait, mais il y a l'histoire du marché public où la messe n'est pas dite, ça reste un peu compliqué encore, donc on va passer vite fait. Qui peut inclure le cardiologue, médecin généraliste, gériatre, infirmiers spécialisés en insuffisance cardiaque avec un protocole de coopération. Ceux qui peuvent télésurveiller, cardiologues, médecins traitants peuvent aussi, parce qu'il y a des territoires où il n'y a pas beaucoup de cardiologues, donc il y a un médecin généraliste, mais à condition qu'il ait le DU insuffisance cardiaque. Toujours, l'infirmier sous protocole de coopération peut, puisque c'est un acte dérogatoire. L'accompagnement thérapeutique, tout le monde peut s'y mettre. Maintenant, l'accompagnement thérapeutique est intrinsèque à la télésurveillance, donc c'est vraiment un 2 en 1. Et les alertes techniques industrielles, l'algorithme, c'est l'apanage évidemment des industriels, puisque c'est leur cœur de métier que de nous faire des algorithmes qui vont bien. et tout le monde y travaille ensemble. Pardon. Hop. Donc l'arrêté du 22 juin 2023 se repose bien sur la Haute Autorité de Santé et sur les textes des décrets précédents. Je vous ai juste mis, quand vous allez sur Légifrance, il faut savoir cliquer, parce que vous ne le savez souvent pas. Il faut cliquer sur le petit bouton bleu pour avoir le texte en entier. Parce que quand vous allez sur Légifrance, c'est complètement abscon. Donc, il faut cliquer sur le bleu, vous avez vraiment l'arrêté. Donc, 2 avis, je vous l'ai dit, je passe. Mais il y en a vraiment 2. Déclarer son activité, ça se fait sur une plateforme qui s'appelle Démarche simplifiée. Et donc, voilà, c'est une obligation. Depuis le 1er juillet, vous ne pouvez pas faire de télésurveillance, elle ne sera pas remboursée si vous n'avez pas déclaré votre activité sur cette plateforme. Qui est derrière la plateforme? Votre ARS. C'est eux qui vérifient en fait que vous êtes bien des soignants, que vous êtes bien des médecins, que vous travaillez bien avec un protocole de coopération, ça veut dire que vous avez bien déclaré le protocole de coopération, etc. Télésurveiller pour essayer d'être rapide, j'espère que je ne bouffe pas trop le temps. J'ai fait un abécédaire. ABCD, EF, accompagner le bon patient en conformité, débrouiller les alertes en équipe, puis facturer. Donc j'essaye de vous les basculer très vite. Accompagner, c'est l'accompagnement thérapeutique. Fond vert, c'est dans la Haute Autorité de Santé que vous allez trouver. Vous cherchez des éléments sur l'accompagnement thérapeutique, n'allez pas chercher dans les arrêtés, allez chercher dans l'avis HAS. C'est très bien écrit. L'ATP devient donc un élément constitutif de la télésurveillance, je l'ai dit. Donc il n'y a pas de télésurveillance sans accompagnement thérapeutique. C'est une évidence, ça va en même temps. B, repérer les indications pertinentes. Pareil, Haute Autorité de Santé, très bien écrit, détaillé. Je vous invite à l'inclusion à définir quel est votre objectif pour ce patient comme tout soin. Et au renouvellement, se demander si cet objectif a été atteint et si vous voulez en atteindre d'autres. Et c'est ça qui est recommandé. Ça paraît évident, mais en fait, il semble que ce soit utile de le rappeler. Voilà. La télésurveillance n'est pas juste un gadget comme ça, c'est un soin qui se réfléchit. Prescrire la télésurveillance, là, on bascule sur l'arrêté du 22 juin. C'est là que vous allez trouver tous les éléments. Donc, il y a une nouvelle chose qui est venue un peu nous embêter, qui est la période d'essai. Donc, il y a une période d'essai. Maintenant, vous devez prescrire une période d'essai d'1 mois. Et ensuite, vous pouvez prescrire pour des périodes maximales de 6 mois. La bonne stratégie la plus plébiscitée aujourd'hui, c'est de faire une ordonnance où vous écrivez qu'à l'issue de la période d'essai d'1 mois, alors nous poursuivons la télésurveillance pour 5 mois, ce qui fait que 5 et 1 égale 6. Mais ne faites pas 1 et 6, puisque ça ferait 7. Et du coup, vous allez vous prendre les pieds dans le tapis avec la prescription. Donc la première ordonnance, 6 mois, dont 1 mois période d'essai, semble être la meilleure des stratégies. Vous pouvez faire 2 ordonnances. Si vous avez envie de faire 2 ordonnances, c'est tout à fait possible. Surveiller et réagir, donc surveiller les symptômes. Évidemment, c'est le but de la télésurveillance. Le poids du patient, elle peut être saisie manuellement ou automatiquement. Recommandation HAS.
qu'elle soit automatique. Et ensuite, la fameuse fréquence, qui fait grand débat. Donc la fréquence de pesée, la première phrase, le format de recueil de ces données, est une phrase générique pour toutes les pathologies. Vous allez retrouver la même en diabéto, en néphro, etc. Et c'est la phrase suivante qui est spécifique à chaque texte. Et pour l'insuffisance cardiaque, elle doit être quotidienne. En clair, dans le texte, doit être quotidienne. L'adaptation du médecin, il peut décider s'il va regarder, il va mettre des cut-offs qu'il peut vouloir, et le matériel et le choix de sa solution, mais elle doit être quotidienne. La fréquence maintenant de vérification des alertes est bi-hebdomadaire. 2 fois par semaine, vous avez l'obligation de regarder s'il y a des alertes. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir le nez dessus. Par contre, vous êtes obligé de regarder minimum 2 fois par semaine s'il y a quelqu'un qui a sonné et qui ne va pas bien. Évidemment, après, vous avez l'obligation que s'il ne va pas bien, de réagir. Et ça, si vous devez adapter, ça a été reprécisé, c'est après consultation ou téléconsultation. Il ne peut pas y avoir d'envoi d'ordonnance de diurétique sans avoir eu un contact avec un patient. Ça paraît évident, mais apparemment, il y a eu des glissements. Et donc, ils ont jugé utile de le préciser dans le texte, de rappeler qu'on n'envoie pas une prescription à l'aveugle sur des données de télésurveillance. On a un contact avec le patient, physiquement, visio, enfin voilà. Partenariat, donc pour équipe, qui peut faire quoi? Alors, on y va, ne peuvent pas être confiés. L'inclusion de la télésurveillance et la surveillance elle-même, acte médical, sauf protocole de coopération juste après. Peut être confié. Donc là, fond bleu, donc c'est l'arrêté du 22 juin, la source. Peut être confier certaines activités, donc le rappel de pesée, l'accompagnement thérapeutique, vous pouvez le confier à un tiers, et le préfiltrage. Suffit-il de savoir ce que c'est un préfiltrage? Préfiltrage, c'est donner, est-ce que ces données sont fiables? Est-ce que cette alerte est une alerte? Est-ce que c'est une alerte au sens médical du terme? Si c'en est une, alors on repasse chez l'opérateur médical, donc le médecin. Donc ça, c'est pas confiable à un tiers. Donc le filtrage de l'alerte, la raison pour laquelle cette alerte est une alerte, c'est médical, et le traitement, évidemment, est médical. Protocole de coopération ne change pas du tout. Donc le texte de télésurveillance change, les actes dérogatoires ne changent pas, ça ne remet pas en question. Donc tout reste vrai pour ceux qui connaissent ce protocole de coopération. Il n'y a pas de changement. Enfin, la facturation. Le 16 mai dit pour toutes les télésurveillances comment ça fonctionne. L'arrêté du 22 juin vous dit que pour l'insuffisance cardiaque, c'est le niveau 2. Nous attendons tous le décret, l'arrêté avec les majorations, qui est dans les tuyaux, qui a été annoncé être dans les tuyaux. On attend la publication d'un arrêté avec des majorations pour les patients selon leur gravité. Donc, on espère tous avoir cet arrêté assez vite. La dernière slide, recueil de consentement, parce que j'y tiens un petit peu. Il y a plein de textes sur les recueils de consentement. Sachez qu'il n'est pas obligatoire de faire signer un patient sur son consentement. L'obligation, c'est de recueillir son consentement et de tracer dans le dossier qu'il a été éclairé. Donc, entretien, explication, support écrit pour qu'il puisse relire à tout moment ce que vous lui avez raconté et vous le tracez. Mais faire signer un patient n'est pas du tout une recommandation de la Haute Autorité de Santé. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Armelle pour cette présentation très claire. J'aurais juste une question rapide. Vous avez beaucoup parlé des protocoles de coopération, vous n'avez pas cité les IPA. Parce que les IPA sont sur un champ d'exercice qu'on connaît, mais qui ne déroge pas. Enfin là, c'est l'acte. On parlait de l'acte. Le but c'était l'acte de télésurveillance. L'acte de télésurveillance, c'est un acte médical. Donc le protocole de coopération permet la dérogation de cet acte médical. Les IPA peuvent intervenir tout à fait en télésurveillance, comme les infirmiers qui ne sont pas IPA, enfin qui ne sont pas infirmiers polyvalents comme on dit, et qui auraient choisi d'être plus sur l'insuffisance cardiaque de la même façon. Donc, c'est-à-dire sur l'accompagnement des patients. Alors, les IPA vont aller plus loin parce qu'elles vont pouvoir, en même temps qu'elles communiquent avec le patient, s'il y a un sujet sur le diabète, selon leur protocole d'organisation, elles vont pouvoir faire un tas de choses. Mais elles ne peuvent pas, par exemple, prescrire la télésurveillance. Ça, c'est pas possible. Pour le titrage, le titrage des diurétiques, par exemple. L'adaptation des traitements, ça fait partie de leur exercice. Ouais. Voilà. Donc, pas besoin d'avoir le protocole. Et non, pour adapter des traitements selon ce qu'elles ont mis dans le protocole d'organisation et la stabilité du patient. Ça, c'est tout l'enjeu. Il faut qu'ils écrivent bien dans leur protocole d'orgas, c'est quoi un patient stable, un patient instable, et quand est-ce qu'elles peuvent et à quel moment elles réfèrent. Voilà. Donc il y en a qui font copier-coller un peu de le protocole de coopération d'ailleurs sur les armes décisionnelles. Donc elles n'ont pas besoin, quand elles sont IPA, d'avoir aussi le protocole. Parce que pour normalement, c'était pas très clair ça.
En fait, si c'est toujours clair de la même façon, c'est que les IPA peuvent agir en fonction de leur propre texte, selon les limites qu'ils ont mis dans leur protocole d'organisation. Donc c'est propre à l'IPA, avec les médecins avec qui elle a posé le fait que j'agis jusque-là et je n'agis plus jusque-là. Enfin, j'agis jusque-là et je vous transmets à partir de là. Ça n'a jamais changé. Mais on ne peut pas prescrire de la télésurveillance quand on est IPA. D'accord. Vous avez parlé aussi de l'accompagnement thérapeutique qui faisait partie intégrante de la télésurveillance. Qu'en est-il des équipes, par exemple, des cardiologues en ville qui ne peuvent pas faire l'accompagnement thérapeutique? Est-ce qu'ils peuvent le déléguer à une équipe hospitalière? Oui, tout à fait. C'est confiable à un tiers et le tiers est très large. Très large. Par contre, il doit être formé pour. C'est-à-dire que la limite, c'est qu'on fait ce qu'on sait faire. Donc, c'est vrai aussi pour l'accompagnement thérapeutique. Donc, le tiers peut être une association de patients même. D'accord. Mais elle doit être formée. Donc, il faut si des c'est la conventions. TP qui est confiée, doit être formée à l'éducation thérapeutique. D'accord, avec une convention éventuellement? Oui. D'accord. Oui, tout à fait. Merci pour ces précisions. Une question de l'assistance sur ce topo très intéressant. Oui. Ouais. Le micro, monsieur, si vous Ouais, voulez. la question, je peux reprendre la question. Si les pesées ne sont pas quotidiennes, est-ce qu'on peut avoir des problèmes? Oui, parce que le protocole de coopération fait mention d'intervention de l'infirmière en fonction de prise de poids sur 2-3 jours. Donc moi, quelqu'un qui prend 500 grammes en un jour, ça ne me fait pas grand-chose. Ah non, non, Maintenant, oui. qui prend 3 kilos en 2 jours ou 3 jours, ça, c'est quelque chose, c'est pertinent. Complètement. Donc je suis un petit peu en guerre contre mon esprit, Ok. de dire comment on a pu pondre un truc qui n'a pas de sens médical. Ah, je comprends. Alors, c'est dans la lecture, en fait, ce qui est obligatoire quotidiennement, c'est le fait de prendre le poids. Oui, mais pas s'il de n'y le... a pas de geste Derrière. Mais, parce derrière... que, mais pour savoir s'il y a une prise de poids, il faut quand même Oui, avoir un poids de je suis base. d'accord, mais dans le protocole de coopération, il est fait mention d'une prise de poids de plus de 2 kilos en Oui, 3 jours. Oui, Donc pour mais moi, pour ça savoir s'il a pris... 2 ou 3 fois par semaine, ça me convenait largement, intellectuellement, médicalement. Ah ouais, bah ça c'est... Qui me prend 300 grammes en un jour, c'est pas un problème particulier. C'est une vigilance, mais je ne vais pas forcément agir de suite. Mais je pense que c'est... Surtout qu'on me dit qu'il Ouais, faut ouais. que je regarde 2 fois par semaine mes courbes. Tout à fait. Non, non, mais On marche à la tête. je vous rejoins là-dessus, sauf que pour avoir une augmentation de poids, effectivement, il faut quand même se peser régulièrement. Donc je pense que si on se pèse 2 fois par jour, a priori, la prise de poids en 2 jours, on est passé à côté, puisqu'il se sera passé 4 jours. Donc vous avez perdu 2 jours. C'est ça, en fait. Enfin, moi, c'est ça le sens du texte. C'est que si vous vous pesez une fois tous les 4 jours, bah, vous avez raté la prise de poids de 2 jours. Moi, j'ai une question donc de base, c'est comment on traite justement le traitement du RGPD, c'est-à-dire finalement la protection des données, parce que c'est pas tout à fait clair. Alors, comment on la traite par rapport à quoi? C'est-à-dire qu'en fait, qui peut donner ou pas les données médicales à l'industriel qui fait de la télésurveillance, ou Ouais. qui est-ce qui va héberger les RGPD? Ouais. Alors, sur la RGPD, pour la plupart d'entre vous qui doivent être beaucoup des soignants, médecins et non-médecins, il faut distinguer secret professionnel et la donnée, au sens traitement de la donnée en général, traitement de données de santé. Donc, je vous ai mis à la fin du topo, je partage toujours tout ce que je fais, hein, donc je peux vous le transmettre si vous voulez, et je vous ai mis un récap de ce que dit la RGPD sur le volet santé, données de santé. Qu'est-ce qu'une donnée de santé? En fait, il faut regarder ça. C'est 3 lignes à savoir, mais au moins une fois que vous savez ce que c'est qu'une donnée de santé et qui est responsable de traitement, c'est celui qui émet la donnée. D'accord ? Donc si je transmets une donnée, je suis responsable de traitement. Donc si je transmets une donnée à vous-même, je suis responsable de traitement, vous êtes responsable du traitement à partir du moment où vous la stockez. Parce que vous avez choisi de la stocker. Et donc l'industriel, pour moi, le niveau c'est... Enfin, de toute façon, c'est pas pour moi, ça. La RGPD dit bien qu'on doit transmettre une donnée qui est utile. Donc, il faut se poser la question de ce que transmis un industriel ou ce que l'industriel peut voir ou doit voir doit être complètement utile à son usage. Donc, voilà. C'est pas tout à fait clair. Parce non, c'est compliqué. Il y a certaines solutions qui demandent à ce qu'on transmette des données médicales qui sont absolument pas indispensables pour le traitement. Non, oui. Et je pense pas que l'industriel soit un médecin ou une équipe médicale, donc il faut quand même faire attention. J'ai une deuxième remarque, c'est qu'il y a des dispositifs qui se permettent d'avoir dans leur logiciel une capacité de renouveler automatiquement la prolongation des 6 mois si le médecin ne l'a pas fait.
Donc ça, il faut faire attention à ça, parce que c'est bien une prescription médicale. Moi, j'ai observé hier la présentation du professeur Galinier à Toulouse, qui fait une présentation magnifique et qui dit on n'a pas renouvelé au bout de 6 mois, donc c'était bien volontaire pour un patient qu'ils avaient très bien traité. Et j'ai fait la remarque à la fin en disant est-ce qu'il a besoin que de 6 mois ou pas? Et c'était très intelligent, sa réponse, c'était il n'a plus les critères médicaux, le BNP était bas, alors qu'il avait fait une décompensation à Noël en faisant le repas de Noël, comme toujours. Donc c'était assez net. Et ils ont arrêté la télésurveillance au mois de février ou mars en disant non, il n'y a plus de critères de télésurveillance, on arrête, on n'a pas renouvelé. Alors ça, finalement, c'est très intéressant parce qu'en réalité, il faut faire attention à la télésurveillance. La télésurveillance, on a tendance, parce que ceux qui en font depuis quelques années, à renouveler nos ordonnances. Mais en fait, c'est bien les équipes médicales ou paramédicales qui ont en charge la télésurveillance de renouveler. Et ce n'est pas un geste de renouvellement automatique. Donc il faut faire attention à ça, parce que c'est... Attention, l'industriel, il n'est pas là pour faire uniquement, excusez-moi, du chiffre. Il est là pour faire une solution médicale. Donc, j'insiste un peu et j'espère que la plupart des industriels font attention à ça, parce qu'on peut très bien se faire rattraper. Donc, la prescription, c'est 6 mois, 1 mois plus 5 mois, très bien, parfait. Mais le renouvellement, c'est bien l'équipe médicale du centre. Tout à fait. Et ce n'est pas une capacité d'avoir une coche en disant ils n'ont pas coché, pas de renouvellement, donc on le refait. Et ça, je l'ai vu. Tout à fait. Elle doit être individuelle, c'est une prescription, donc elle doit être réfléchie. Donc, je peux peut-être poser même la question à elle ne peut pas être automatique, personnes qui font la télésurveillance. Hop, merci Armel. Je voulais juste compléter ce que tu disais. Donc moi je suis médecin, mais également industriel de la télésurveillance. Pour compléter ce que tu disais sur le RGPD, en fait il faut différencier les finalités. C'est-à-dire qu'un industriel qui fait de la gestion d'alerte n'a pas à avoir vos données médicales, pas du tout. Par contre, si l'industriel fait, on est plusieurs à le faire, d'autres ne le font pas, mais de l'accompagnement thérapeutique, en fait, vous devez procurer un certain nombre de documents. C'est-à-dire que si le patient il est amputé ou il a le VIH, l'infirmière qui fait de l'accompagnement thérapeutique ne pourra pas le faire efficacement. Et il y a d'autres choses qui vont probablement venir chez nous ou chez d'autres personnes, qui pourraient être amenées à transmettre, dans le cadre de parcours de soins, des données à un médecin traitant, dernière ordonnance, dernier compte-rendu d'hospitalisation. Et dans ce cas-là, en fait, la finalité d'industriel qui ferait ça serait une finalité dossier patient informatique, auquel cas en fait on pourrait mettre des données dedans. Et il faut savoir, pour rassurer les gens, que tous les industriels sont pareils, un peu comme chez AXA, quand vous vous cassez le bras, il y a une équipe médicale qui vous prend en charge, qui est soumise au secret médical, avec des gens formés, etc. Donc l'industriel n'est pas comme entre du dispositif médical, mais un peu comme un prestat de soins dans lequel chez nous c'est très segmenté. Et donc on va dire qu'il y a 3 finalités: la fonction dossier médical, la fonction accompagnement thérapeutique et la fonction purement télésurveillance. Et c'est comme ça que vous devez réfléchir. Et je pourrais éventuellement répondre sur le côté pourquoi certaines personnes demandent à avoir des ordonnances qui se gèrent automatiquement tous les 6 mois. Parfois dans certains centres, les gros centres, des gros CHU, les patients sont revus en hôpital de jour tout le temps. Et donc en fait, comme il y a une certitude que les patients sont revus et en fait ont un bilan et rencontrent toujours les critères, parfois certaines personnes préfèrent avoir ces coches automatiques de renouvelé, mais facultatif, mais très dépendant du centre. Mais sachez qu'en tout cas, il est bon. Je pense juste qu'il y a préféré et il y a le raisonnable de ne pas s'égarer, en fait. Donc c'est juste ça, je pense, l'invitation, c'est de se méfier de la chose trop facile. Voilà. Je pense que c'est vraiment ça. Et effectivement, on transmet des données en fonction de l'usage. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Qui a cette info et pour quel usage. Et il ne doit pas y avoir plus d'infos qu'il n'y en a besoin pour la personne qui en la reçoit. C'est sûr. Moi, je voulais justement rajouter ça, Nicolas. Le secret médical existe entre médecins aussi. Donc, certaines données ne doivent pas figurer sur le compte rendu transmis. Je cite un exemple, un VIH qui n'est pas en rapport avec le sujet de la télésurveillance, ne doit pas figurer sur les éléments transmis. On en a beaucoup débattu, Nicolas, j'ai interrogé certains juristes, ils ne sont pas très clairs là-dessus. Donc, il y a certaines données qui ne doivent pas figurer sur le compte rendu transmis. Et si je peux te reposer une question, une infirmière d'une association ou d'un industriel ou du centre qui ferait l'accompagnement thérapeutique, dans l'accompagnement thérapeutique, il y a la question de l'observance ou des effets secondaires des médicaments. Quelle serait donc je conçois qu'il y a un flou, mais quelle serait la réponse idéale selon toi sur ce sujet, puisqu'un patient est un tout? Je n'ai pas du tout compris ta question, Nicolas, excuse-moi. Pardon, un patient qui aurait une trithérapie pour un VIH, par exemple, quand une infirmière va faire de l'accompagnement thérapeutique de l'insuffisance cardiaque, entre guillemets, elle va tomber dessus. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ça va se savoir, parce qu'en fait, le patient va lui expliquer sa vie, elle va essayer de l'aider, comment on peut faire idéalement, mais que ce soit industriel ou même une association, parce qu'en fait, le problème est le même. Juste pour être méga clair, si ça va jusque-là et que c'est une infirmière, du coup, parce que ça va jusque-là, elle est dans un rôle infirmier. Et ce n'est pas en tant qu'industriel, c'est en tant que professionnel de santé dans une structure
de santé. Oui. Alors là, ça doit être aussi très net. C'est-à-dire qu'on transmet des données que la personne a besoin, et la personne en a besoin parce qu'elle est à l'endroit d'où elle est. Donc si elle est à l'endroit d'un soignant, elle est dans une structure de soins où elle est libérale, enfin elle a un statut de soignant dans un cadre légal de soignant, mais pas d'industriel. Même si elle est... Après, il y a plein de combinaisons, mais on peut parler pendant des heures. Chacun a son endroit et se poser la question de d'où je parle et à qui je parle et d'où il est. Voilà. Très bien. Peut-être, oui, alors, Saïda, tu peux introduire notre... Merci. Donc, on va donner la parole intervenant. Oui, à la deuxième équipe de GAP qui va nous faire un retour sur leur expérience. Donc, c'est le docteur Paul Lemierre et monsieur Mansoui qui vont nous faire ce retour. Je crois que l'infirmière Magali Régnier est excusée. À vous. Bonjour à tous. D'abord, on est ravis d'être ici pour vous partager notre expérience locale dans le territoire des Hautes-Alpes. Si je pourrais peut-être avoir juste le laser aussi pour pouvoir passer les... Merci. Alors, voici nos liens d'intérêt. Alors, comment on soigne l'insuffisance cardiaque dans les Hautes-Alpes ? Comme partout, on est face à une difficulté qu'on a tous entendue déjà des dizaines de fois sur le Congrès, dans une conjoncture défavorable qui associe le vieillissement de la population, l'augmentation de la prévalence et de l'incidence de l'insuffisance cardiaque, associée à une démographie spécialisée en cardiologie qui se fragilise dans le temps. Et malheureusement sur ça, nous on est déjà un petit peu dans le futur, pas parce qu'on a de la télésurveillance, mais parce que notre population est déjà plus âgée que le reste du territoire, puisqu'on a à peu près 30% de personnes âgées en plus que sur le reste du territoire, et on a déjà une situation démographique qui est plus fragile, puisque là où vous avez à peu près 8 cardiologues pour 100 000 habitants, on est à 7, et avec des perspectives qui sont assez dramatiques, puisqu'on a la grande majorité de nos cardiologues qui sont entre 5 et 10 ans de la retraite, avec un taux de renouvellement sur les 5 à 10 dernières années qui est extrêmement faible. Ajoutez à cela un département qui est un des moins densément peuplés de France, avec une population qui est bien éclatée entre la ville et la ruralité, où on a 14 fois plus de patients qui sont considérés comme éloignés de nos centres de soins primaires. Et c'est pas, alors j'ai pas les chiffres, mais c'est encore pire pour la cardiologie, parce qu'en fait, pour la cardiologie, tout est concentré. Je n'ai pas de laser, mais tout est concentré finalement sur la ville de Gap. Et avec dans une moindre mesure à Sisteron. Sur Bréançon, les solutions sont un peu erratiques. On a quelqu'un pendant quelques mois, puis qui peut partir. Donc il n'y a pas de stabilité de la cardiologie sur le nord du département. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'on fait ? On a décidé de ne pas céder à la panique tout de suite. On a lancé un vaste chantier en fait, de filiarisation de toutes les pathologies cardiovasculaires, et on a commencé par l'insuffisance cardiaque. Alors pourquoi filiariser ? Ce n'est pas une solution miracle, mais ça permet d'une part d'éviter à tout prix le gaspillage de temps médical et d'optimiser le temps médical, et de déléguer ce qui est délégable sans dégrader la prise en charge du patient. Donc effectivement, dans ce contexte, on a commencé à mettre en place une télésurveillance des patients insuffisants cardiaques autour du poids, mais ce n'est pas la seule chose. En fait, ça s'articule avec d'autres choses. Ça s'articule avec la délégation de prescription via la formation des ISPIC pour la gestion des diurétiques et la titration du traitement de fond de l'insuffisance cardiaque. Et petite nouveauté, c'est que ça s'articule aussi dans le cadre d'un projet pilote financé par l'ARS avec une équipe mobile qui peut se déplacer avec des infirmiers et un temps médical pour pouvoir faire des évaluations à domicile cliniques, électrocardiographiques et échographiques pour des évaluations de congestion avec un appareil mobile chez des patients diagnostiqués. Le dernier volet, c'est celui qui est le plus en chantier, ça va être tout ce qui est gestion de parcours, et là ça concerne plus finalement l'optimisation de la coordination avec le médecin traitant, le cardiologue libéraux, les urgences, le centre 15, et aussi la fluidification du parcours avec l'accès au diagnostic qui est déjà en fragilité sur notre territoire, pour filiariser ça de façon afin de permettre de raccourcir le délai de consultation du cardiologue en cas de signe EPOF. Et la généralisation au plus de patients possible des protocoles en prévention secondaire que sont la réhabilitation cardio-respiratoire. Et on a aussi une autre particularité sur le territoire, c'est qu'on a une association qui a monté un programme qui associe de l'APA gratuite, de la diététique avec de l'aide à la cuisine et du jardinage thérapeutique sur une parcelle là, qui est allouée par le département, qui est gérée par l'association Terre d'Hippocrate. Alors,
comment on met en place la télésurveillance? Bon, c'est un peu comme partout, hein, ça suit une démarche un peu stéréotypée. On commence par évaluer le patient. Alors, cas le plus facile et le plus fréquent, c'est sur un séjour hospitalier. Mais grâce à l'équipe mobile, on peut plus facilement les inclure à domicile. Par exemple, à la demande d'un cardiologue libéral, on en a parlé, les cardiologues libéraux ont accès à la plateforme de télésurveillance. Et donc, ça commence par une évaluation clinique, échographique, pas forcément, ça dépend s'il y a des signes congestifs cliniques, avec tout un bilan éducatif initial qui va permettre de voir un peu les axes de travail sur l'éducation thérapeutique individualisée. Le patient se voit donc, nous, dans notre solution, on lui fournit la balance connectée sur laquelle il va monter en fait, tous les jours à heure fixe pour récolter son poids, et on met en place une surveillance biologique régulière. Et démarre après la phase de suivi, donc centrée sur le poids, à distance, qui pourra aussi s'émailler d'intervention de l'équipe mobile en cas de décompensation, si on veut plus d'informations sur l'état clinique du patient, et si on veut aussi faire une ordonnance plus facilement pour la gestion de l'asilique sans le faire à distance. Alors en pratique, voilà comment ça se passe la télésurveillance. En fait, tout donc, part du patient où sont collectées les données, essentiellement le poids, la biologie, mais aussi quand nous, on fonctionne de temps en temps quand on a des infirmiers libéraux sur du recueil de symptômes, le score de dyspnée, la fréquence cardiaque, la pression artérielle. Tout ça est connecté et sécurisé donc, dans la plateforme de télémonitoring qui va permettre, via un algorithme, de générer des alertes de différentes gravités sur des variations qui sont programmables en fait, de tous ces paramètres. Et c'est là que la cellule de coordination va analyser ces données, les compléter quasiment systématiquement par un appel directement aux patients, voire aux infirmiers libéraux, et essayer de proposer des mesures adaptatives en coordination avec le médecin traitant qui est appelé systématiquement, pour voir soit s'il y a besoin que quelqu'un se déplace, soit lui, soit avec son accord que l'équipe mobile se déplace pour évaluer le patient. Et là, on vérifie donc l'observance thérapeutique et on propose des adaptations thérapeutiques. Et dans certains cas, quand on en est là, on peut aussi aller jusqu'à une consultation cardiologique en cabinet en filière courte ou une hospitalisation, si possible, directement, sans passer par les urgences. Le cas le plus fréquent, heureusement, c'est la clôture de l'alerte et la poursuite du suivi du patient. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ceci étant émaillé d'entretiens réguliers, même quand le patient va bien, ne génère pas d'alerte pour réaliser l'éducation thérapeutique individualisée au moins 2 fois sur une durée de 6 mois. Notre activité, donc ça a démarré, c'est écrit en petit tout à l'heure, ça a démarré en mai 2021. Donc on ne renouvelle pas systématiquement tous nos patients et ça se voit parce qu'il y a 324 patients qui ont été inclus dans la télésurveillance et on garde une file active qui est actuellement stable autour de 130 patients. On est assez content parce que c'est qu'on a quasiment la même file active que notre CHU de référence. Donc en termes de charge, c'est déjà pas mal. Et avec une inclusion qui est moyenne sur la durée de 11 patients mensuels. Voilà, donc je vais laisser passer la parole à Eric pour la suite. Bonjour à tous. Donc, comme nous le disions, notre activité se découpe en 2 dimensions. Hein, l'activité de télésurveillance, sur laquelle sont mobilisées 2 infirmières, c'est 50% équivalent temps plein. Et puis l'équipe mobile, dont je fais partie, nous sommes 2 infirmiers en équivalent temps plein, avec un temps médical dédié de 60%. Et alors, nous tenons effectivement... pour importance le fait que les acteurs de cette équipe soient formés et dûment formés. C'est pour ça que les 4 infirmiers de l'équipe mobile sont en cours ou ont terminé le DU prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Et nous sommes aussi, en particulier sur l'équipe mobile, une première collègue et moi-même sommes en cours de formation ou sommes en train de faire la formation des infirmiers qui rentrent dans le cadre du protocole de coopération. Alors, non, je passe en arrière, je me suis trompé, excusez-moi. Alors, l'équipe mobile, mais comme on vous l'a expliqué, donc c'est effectivement un service qui est complémentaire et un peu original de notre activité de télésurveillance. Le principe est simple, c'est de mobiliser donc une équipe paramédicale et ou médicale, ça dépend. Des fois, le médecin se déplace jamais seul, mais souvent l'infirmier peut se déplacer avec le médecin selon les besoins. Et lorsqu'effectivement nous sommes confrontés à des patients qui présentent des signes de décompensation cardiaque et que souvent le médecin généraliste ne peut pas se déplacer. On ne l'oublie pas dans la boucle. Il est important qu'il soit
concerné aussi par les décompensations de ces patients, mais souvent, il est intéressé que nous nous y déplacions parce que nous avons des moyens d'investigation supplémentaires, comme l'expliquait Paul tout à l'heure. Alors, à travers le déploiement de l'équipe mobile, on poursuit plusieurs objectifs. Bien sûr, éviter le passage aux urgences chez des patients dont on sait que ces passages sont trop fréquents pour des personnes âgées et fragiles. Raccourcir les durées d'hospitalisation. Sécuriser la phase transitionnelle entre l'hospitalisation et le retour à domicile, car on sait que c'est une période à risque de complications pour ces patients. Et enfin, prévenir les réhospitalisations qui sont trop fréquentes et qui sont délétères pour le pronostic des patients et bien sûr leur qualité de vie. Au même titre qu'on attache de l'importance à bien articuler nos activités avec la médecine libérale, il est tout autant important que nous nous coordonnions et que nous intervenions en synergie avec les équipes extra-hospitalières que sont l'équipe mobile de gériatrie, nous en avons une dans notre établissement, l'HAD, c'est plus commun, ou l'équipe mobile de soins palliatifs. Il peut nous arriver de nous déplacer ensemble à domicile chez les patients que nous télésurveillons. Alors, pour illustrer notre activité, on vous propose de vous présenter deux choses. Un cas concret à travers une situation clinique et puis un petit film qui terminera notre propos et qui vous présentera en images l'équipe et notre activité. Nous avons été lauréats du trophée H. Montfier qui a été décerné par l'ARS PACA l'an dernier. Alors, le cas concret, il s'agit de Michel, donc un patient qui est insuffisant cardiaque, à fraction d'éjection réduite. Ce patient habite tout en bas ici à Château-Arnoux, pour ceux qui connaissent, une petite commune des Alpes de Haute-Provence qui est située à 13 km du premier centre hospitalier, qui est le centre hospitalier de Sisteron, dans lequel il est admis pour une décompensation en insuffisance cardiaque. Et au vu de son état de santé, le médecin urgentiste propose à Michel d'être hospitalisé en service de cardiologie à l'hôpital de Gap, qui se situe à 62 km de son domicile. Michel est épuisé. Il demande à ne pas être hospitalisé, à rester auprès de son épouse. Le médecin des urgences de l'hôpital de Sisteron nous appelle et négocie avec le patient le fait que Michel puisse rentrer à son domicile à condition qu'il accepte d'être inclus dans notre dispositif de télésurveillance et qu'il soit évalué et accompagné et suivi par l'équipe mobile de l'insuffisance cardiaque, ce que le patient et sa famille vont accepter. Dès lors que le service des urgences de Sisteron nous passe la main, nous nous rapprochons du patient et de sa famille pour convenir d'une visite à domicile le jour même de sa sortie des urgences. Alors nous constatons sur cette diapo qu'effectivement le patient est insuffisant cardiaque à fraction d'éjection réduite, il n'a pas un traitement qui est optimisé pour son insuffisance cardiaque. Néanmoins, on peut constater aussi au regard de ces éléments de biologie que nous disposons de quelques marges de manœuvre pour pouvoir conduire une optimisation thérapeutique pour ce patient. Nous arrivons à son domicile le jour même et nous rencontrons effectivement un patient qui est asthénique, qui est dyspnéique et qui présente un tableau de décompensation cardiaque globale sans désaturation, sans instabilité hémodynamique. Pour ce patient, il est évalué une prise de poids qui équivaut à peu près à 5 kg. Nous réalisons un électrocardiogramme. Il est électro-entraîné, il est sans particularité. Le médecin réalise une échographie donc au chevet du patient qui démontre effectivement de volumineux épanchements au niveau des deux bases, une veine cave dilatée, non respirante, mesurée à 23 mm. Il était convenu que nous équipions effectivement ce patient d'une balance connectée, ce que nous faisons en présence de son épouse, que nous éduquons en même temps que le patient à l'utilisation de la balance. Et nous recueillons, puisque nous ne connaissons pas, auprès du patient et de son épouse, les premiers éléments constitutifs de son bilan éducatif partagé. On a besoin de sécuriser aussi un certain nombre de notions, l'observance thérapeutique, la façon dont le patient s'alimente, etc. Donc c'est important de passer par cette étape au domicile du patient. Et compte tenu de son état congestif, nous allons commencer par conduire une première adaptation thérapeutique avec l'introduction de la dapagliflozine et bien sûr une majoration des diurétiques.
Et nous allons programmer un bilan sanguin, un J7, à destination des infirmières libérales de ce patient. Nous le quittons et nous allons le réévaluer 2 jours plus tard en présence de ces infirmières libérales que nous avions préalablement contactées, et nous constatons déjà que Michel a enregistré une perte de 2 kilos, et après entretien avec ces infirmières et le patient, il a déjà effectivement perdu une partie de ses œdèmes, mais le patient est toujours asthénique et il se plaint d'une dyspnée au moindre effort. Nous continuons à télésurveiller ce patient que nous réévaluons à J7 et effectivement, nous commençons à noter une belle amélioration de son état de santé. Malgré le fait qu'il soit toujours asthénique, la dyspnée s'améliore selon effectivement les propos du patient et ce que nous font remonter les infirmières libérales. Et nous enregistrons surtout, on le voit bien sur la courbe de poids, une perte de 5,7 kg. Notre stratégie d'adaptation a payé. Sur le plan biologique, la fonction rénale est préservée pour ce patient. C'était important de le vérifier. On voit que le patient a rétabli une courbe tout à fait plate. Donc vous avez vu que nous avons corrigé le poids de référence du patient de façon à enregistrer un poids sec. C'est très important dans la télésurveillance. Nous réévaluerons le patient à J10, toujours en présence de ces infirmiers libéraux. Vous avez compris que c'était important pour nous d'établir cette relation avec les partenaires du domicile, qui sont nos yeux et nos oreilles. Et nous comprenons qu'effectivement, Michel a repris des forces. Il déclare même pouvoir remonter les escaliers de son domicile, ce qui n'était plus possible. Son poids s'est stabilisé durablement. Il n'a plus d'œdème. Et à partir de là, nous choisissons de poursuivre son optimisation thérapeutique avec l'introduction du sacubitril/valsartan et du spironolactone. Et nous allons baisser, comme il se doit, bien sûr, les diurétiques. Nous continuons à suivre ce patient, à le télésurveiller et nous poursuivons, bien sûr, parce que nous avons procédé à des adaptations thérapeutiques, à une surveillance biologique, tout ça en lien avec la médecine générale que nous avons contactée et à qui nous avons transmis nos interventions. Ce premier événement est clôturé. Mais il se passe 3 mois et Michel a repris goût à la vie. Il a fait quelques écarts alimentaires qui se traduisent très vite, et on le voit, vous avez vu cette courbe qui monte progressivement, qui se traduit très vite par une prise de poids qu'on a évalue à peu près à 3 kg et qui génère automatiquement sur notre logiciel de télésurveillance une alerte. Nous avons contacté le médecin généraliste de Michel qui n'a pas pu se déplacer et donc nous nous sommes rapprochés de lui et nous avons de nouveau organisé une visite à domicile en accord avec son médecin généraliste. À l'examen clinique, effectivement, nous retrouvons un patient qui est de nouveau en décompensation cardiaque globale, sans désaturation, sans instabilité hémodynamique. Nous allons effectivement refaire un petit électro qui sera non modifié et une échographie toujours à domicile qui montrera de nouveau des épanchements, une veine cave non dilatée mesurée à 21 mm. Et nous allons procéder, comme il se doit, donc à une adaptation thérapeutique et nous allons doubler la posologie des diurétiques chez ce patient. Et bien sûr, prescrire, toujours à l'intention des infirmières libérales, une nouvelle biologie à J7. Nous n'allons pas nous redéplacer chez le patient. À J7, nous réévaluons la situation par téléphone avec le patient, sa famille et ses infirmières. Et effectivement, nous notons une très nette amélioration de la dyspnée, une perte de poids substantielle, effectivement, sur le plan biologique. La fonction rénale est préservée. Nous allons rebaisser les diurétiques à la dose habituelle et nous transmettons ces événements aux patients. Je vous propose de terminer par le petit film dont nous avons parlé, qui décrit et qui met en image notre activité quotidienne. Mon cœur à la maison, c'est une unité de télésurveillance qu'on a créée il y a 2 ans. L'idée au départ, c'était d'avoir un service supplémentaire à proposer aux patients insuffisants cardiaques. L'inclusion dans le dispositif, c'est surtout la mise à disposition d'une balance connectée, autonome et très facile d'utilisation que l'on va remettre au patient et dont il va se servir tous les jours pour se peser. Cette balance va communiquer directement avec notre service via un algorithme qui va nous générer des alertes sitôt qu'il y a des prises de poids importantes.
Cette balance, elle va essentiellement nous être utile en tant que support et que porte d'entrée du patient dans le service et nous permettre derrière toute la coordination et la prise en charge et l'éducation que l'on va pouvoir mettre autour du patient. C'est une simplification de ne pas avoir se déplacer et on a un contact direct avec les techniciens et les responsables de l'hôpital. C'est très sécurisant. On est fiers d'avoir relevé le défi de l'insuffisance cardiaque en équipe et avec l'aide de l'ARS et de la direction hospitalière et avec des retours de la part des patients et des retours aussi des résultats médicaux qui sont très positifs et qui nous incitent à aller plus loin et à développer ce protocole à l'échelle du département et du territoire. On n'avait pas pris la mesure de l'ampleur en fait, de la mission de coordination que ça prendrait, du fait que ça allait fédérer tous les gens qui sont acteurs autour du patient. Aujourd'hui, on a énormément de liens avec les cardiologues libéraux, avec les infirmiers libéraux. On a vraiment su créer une équipe très forte autour de cette unité-là et c'est pour ça qu'on est tous hachement fiers de ce projet-là. Merci pour cette présentation originale. Bravo à l'équipe de GAP. J'aurais une petite question rapide. C'est une expérimentation, on est d'accord, c'est l'article 51. D'accord, parce que le modèle économique, c'est compliqué. Autre question, on n'a pas vraiment de référentiel sur le nombre de médecins et d'infirmières pour assurer cette activité. Est-ce que vous avez une idée combien il vous faut? Vous avez une file active de 130 patients. Mais 60% de temps médical, c'est aussi pour l'équipe mobile. Le temps médical, pour l'instant, il est essentiellement sur l'équipe mobile parce que le fonctionnement de la télésurveillance marche beaucoup finalement avec le cardiologue d'astreinte et aussi avec les cardiologues libéraux des patients. C'est-à-dire que c'est également possible pour l'équipe mobile de solliciter le cardiologue du patient par téléphone. Hein. Donc le temps médical, actuellement, il est difficile sur la télésurveillance pure, sans compter l'équipe mobile. Il se partage en fait entre l'astreinte, les autres, tous les médecins du service, puisqu'on suit aussi des patients, et on le partage aussi finalement, c'est difficile à quantifier avec la médecine de ville. Alors moi, justement, j'aimerais bien qu'il y ait un débat autour du temps médical, parce que jusqu'à présent, on s'est tous battus pour avoir du temps paramédical, et nous, on commence à souffrir sur le temps médical. C'est une question qui n'existe nulle part. Moi, je me bats toute seule en disant à l'administration, c'est impossible qu'on continue. Quel est votre avis dans la salle? Je ne sais pas si vous avez des idées. Combien vous estimeriez le temps qu'il faudrait pour mener une activité comme il faut, de télésurveillance? Alors, allez-y, il y a un micro. Bonjour. Merci beaucoup déjà. C'était très intéressant. Donc, moi, je suis PH à Aubonne, donc on est un GHT. Et donc, on a monté aussi une équipe mobile d'insuffisance cardiaque. On fait de la télésurveillance. On a un ISPIC, un IPA, voilà. Et donc, le temps médical, effectivement, finalement, il augmente. Hein, au gré de notre activité, en fait, il augmente. On est beaucoup plus sollicité. Donc, on a au moins 2 jours par semaine qui sont bloqués pour faire l'accompagnement, en fait, sur la titration, sur les avis. Donc, on a cette partie-là. Et ensuite, on a une autre infirmière qui nous sollicite, allez, je dirais peut-être 2 ou 3 fois par semaine pendant au moins 2 heures tous les jours. Enfin, à chaque fois qu'on est sollicité, pour voir des patients de la file active ou donner des avis pour tous les patients insuffisants cardiaques depuis 75 ans. Donc, si on fait le compte, je pense que ça deviendrait plutôt un équivalent temps plein que 0,6, parce que finalement, on est tout le temps sollicité. C'est-à-dire que dans notre journée, il y a des coups de fil, des ordonnances à rajouter, des avis à donner, des échographies à faire, des consultations semi-urgentes. Parce que nous, alors on ne se déplace pas au domicile, donc on fait venir les patients, donc c'est des consultations semi-urgentes qui vont prendre aussi du temps. Donc je suis d'accord avec vous. En fait, ça augmente, ça explose. On est obligé de répondre à cette demande. Le corollaire, c'est en fait, on essaie de diminuer le temps d'hospitalisation des patients. Je pense que c'est votre cas aussi, parce qu'on les fait repartir à la maison plus vite. Mais donc, il faut plus les télésurveiller, au final, surtout au début. Donc oui, c'est une activité qui est croissante. Il faut qu'on se batte clairement pour faire entendre ce besoin-là, de dédier, en plus de filiariser, de dédier des postes médicaux à cette surveillance. Donc, vous l'estimez à combien le temps dédié? Au moins un sur... un équivalent temps plein? Au moins un. Pour combien de patients? Pour une file active de... Je ne saurais pas vous dire. Je pense qu'on est plutôt sur une centaine de patients, il me semble. Mais un, c'est le minimum.
Je ne pense pas du tout qu'on puisse avoir ce Oui, alors juste pour que vous vous sentiez moins seul, sachez que dans l'article 51 C6, je peux vous dire que je le Oui. Et les cardiologues, c'est bien, on parle des infirmiers, mais les cardiologues, enfin, les oubliez pas, on est plutôt sur du entre 0,4 et 0,6 qu'on essaye. Mais après, tout dépend proportionnel à une file active. C'est ça le truc. Et à l'activité globale. En fait, ça dépend beaucoup. Si vous parlez que de la télésurveillance, si vous parlez de la télésurveillance plus tout un tas de choses à côté, si vous parlez... Enfin, donc, c'est pas très transposable. Voilà, intuitivement, je me dirais un peu globalement, une file active de 150, 200 patients télésurveillés, je pense qu'il y a bien 1 heure par jour qui est prise d'inter-échange, de communication, coupée ou pas coupée, mais... Voilà, je me dis un 10% facile quand même, mais de toute façon, en tout cas, il faut le dire. C'est ça, surtout ça. C'est important surtout dire que c'est un temps en plus pour vous, une charge mentale. Une charge mentale énorme. On est en train de faire une activité, on nous sollicite. Il faut tracer ce qu'on a fait, appeler le patient, le convoquer éventuellement. C'est tout ce temps-là qui n'est pas pris en charge et qui ne fait aucun débat. Moi, j'ai envie de le dire très fort. Ça commence à peser. J'ai une question. Vos déplacements, c'est forcément un binôme médecin-infirmier? Ah non, c'est pas forcément un binôme, c'est ou l'infirmier seul, ou quand c'est nécessaire, l'infirmier et le médecin. On a cette souplesse aussi. Oui. Ça ne permet pas de faire gagner du temps médical quand l'infirmier il va seul? Parce qu'en fait, on a modéré une session tout à l'heure à Chartres avec, donc, comme vous, une équipe mobile avec l'article 51, et les infirmières se déplacent toujours seules. Et finalement, ça libère pas mal de temps médical parce qu'elles lui apportent tous les éléments dont il a besoin. Bon, après, il décide. Mais elles font les échographies, elles ont tous les objets connectés. Et ça libère quand même... Nous, voilà, exactement. On n'a pas encore toutes les infirmiers et infirmières qui sont formés à l'échographie. Donc déjà, c'est ça qui est un peu limitant. Et nous, on a une particularité, c'est qu'on est déjà sur un service, on va dire... polyvalent en orientation cardiovasculaire dans lequel on partage l'équipe médicale entre des médecins polyvalents et des cardiologues. Et il faut savoir qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi formé nos médecins polyvalents à l'échographie de dépistage de la congestion pour mesurer, évaluer une veine cave et une congestion pulmonaire, sachant qu'on parle de patients qui sont soit adressés par un cardiologue pour être inclus, soit en télésurveillance. Donc l'échographie de référence, elle est faite. Et la formation, on le sait, pour faire de l'évaluation de congestion, les courbes d'apprentissage sont extrêmement rapides. Et en fait, nous, le déplacement, dans la majorité des cas, pas toujours, ça arrive que nos cardiologues se déplacent, le déplacement à domicile, c'est souvent par nos médecins de salle qui vont faire le déplacement. Et ça nous permet de nous aider aussi, ça permet aussi de se partager le temps médical lié à ça. Et après, au niveau de l'argument financier, donc nous, vous l'avez compris, on est sur un projet pilote financé par l'ARS. Une des pistes derrière, c'est le développement de l'hôpital de jour, puisque on l'a vu, il y a des équipes qui font l'hôpital de jour d'inclusion en télésurveillance. Et là, du coup, c'est déjà ce sur quoi on commence déjà à négocier avec notre direction pour la pérennisation du projet, en travaillant là-dessus. On est en train de travailler, je ne sais pas d'ailleurs si quelqu'un peut nous aider, sur la possibilité de faire de l'HDJ hors les murs pour encore plus valoriser l'équipe mobile sur des inclusions multimodales à domicile, pour savoir si c'est possible. Et donc ça nous permettrait... L'achat des HDJ, quoi. Oui. L'achat des HDJ. Oui, HDJ, AD. Il faut innover. Le ministre de la Santé hier était très clair. Ouais. Allez-y sur l'innovation et la prévention. Prévention, vous allez trouver. Oui. Diane? Si j'ai encore une question? Non, mais simplement, on a passé le temps, donc il va falloir conclure. Je pense que c'était très bien. On remercie les laboratoires Viatris parce que c'est deux sujets qui sont très, très complémentaires. Et en termes de médecins, moi, je pense que jusqu'à présent, dans toutes les équipes, ça a été très volontariste de la part des médecins. Parce qu'on a cherché des postes, on a aidé les infirmiers, on a développé beaucoup de possibilités de formation. Mais au niveau médical, c'est un exercice de gymnastique épouvantable parce que dans tous les services, c'est des médecins qui sont volontaires. Mais moi, on n'a pas eu de possibilité jusqu'à présent d'avoir un demi-poste de cardiologue en plus dans les services. C'est pas vrai, ça. J'en connais pas, en tout cas. Donc là, il y a une nécessité, effectivement, probablement de continuer à s'organiser. Mais il y a un jour où il faudra effectivement des médecins qui ont des postes en plus ou des demi-postes pour ce type d'activité de l'insuffisance cardiaque à distance et même en général de l'insuffisance cardiaque. Pour repasser sur le temps infirmier, Armelle, il n'y a pas de référentiel. Combien vous estimez d'infirmières pour une file active de 150 ? Combien faudrait... C'est l'objet de l'article 51, donc on est en pleine évaluation finale, donc ça ne va pas tarder à sortir. Mais c'est vraiment ça, voilà. Et juste, les forfaits de majoration, c'est aussi ça l'objet. C'est de financer ce temps cardiologue, d'expertise dans des situations complexes. C'est aussi... Ça a été le cheval de bataille de la majoration. Donc on attend l'arrêté, mais vous allez l'avoir et c'est vraiment ça que ça doit financer, c'est le cardiologue, je pense.
Voilà, rendez-vous dans un an, on refera le point.